sur le sommeil, qu'est-ce que les gens pratiquent. J'ai le plaisir, l'énorme plaisir, et l'honneur de présenter notre ami Bousquet, qui nous vient de très loin, me permettre aussi de présenter mes condoléances parce qu'il vient de perdre sa femme et que malgré ça, il est venu nous rejoindre. Et c'est avec émotion que je l'ai vu hier et que j'ai vraiment été, je dirais, Tanguy m'avait dit, mais quand je vous ai vu vraiment de vue, les bras m'en sont tombés parce que, bon, vous faites quand même un grand effort pour venir nous rejoindre. Je vous passe la parole, M. Bousquet. Merci, oui. J'ai une épouse qui avait malheureusement une sclérose en plaques depuis très très longtemps et qui n'avait plus parlé depuis 6 ans. Donc ça a été une très longue maladie, une très longue agonie, et ça m'a fait beaucoup de bien de venir vous voir. Parce qu'il faut dire quand même quelque chose. Quand je suis au Maroc, je me sens bien. D'abord, vous êtes des gens très éduqués, avec une histoire extraordinaire, et en plus, eh bien, on est entre amis. Donc je suis ravi d'être ici avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche personnalisée du patient asthmatique, parce qu'en définitive, on est trop pour l'instant, vous avez de l'asthme, donc besoin de ça. Et je vais essayer de discuter le nouveau paradigme du management de l'asthme 3.5 GINA 2021. Alors, j'ai bien dit 3.5, parce qu'il y a aussi des choses très importantes en 1.2. Mais comme le produit dont je vais vous parler n'est pas accepté par les autorités, je n'ai pas le droit de vous en parler dans la session, pas on peut en discuter. Mais si vous voulez, je sais parfaitement que 1.2 est très important, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc, autant vaut-il ne pas en parler. Donc d'abord, je vais vous parler du contrôle de l'asthme. Deuxièmement, de la révolution entre les corticoïdes qu'on va inhaler et le formoterol. Puis, je ne ferai pas simplement le GINA, mais je marquerai aussi les recommandations américaines, parce que les recommandations américaines ne sont pas tout à fait les mêmes. Et enfin, je voudrais vous parler du traitement personnalisé de l'asthme, sur lequel nous travaillons beaucoup, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui doivent être dites. Alors, premièrement, le contrôle de l'asthme. Quand j'étais chairman du GINA en 1999, on disait le but du traitement de l'asthme est le contrôle. Et les données que nous avons avec le téléphone portable montrent que ce but n'est pas atteint. Parce que comme vous le savez tous, plus votre patient est sévère, plus vous augmentez le traitement et il ne va pas mieux pour cela. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'il ne va pas mieux parce qu'il n'est pas adhérent? Très certainement. Ou est-ce qu'il ne va pas mieux parce qu'il a une autre maladie? Certainement aussi. Donc ce que je voulais vous dire là ici, c'est que nos données présentées par le GINA sont des données qui sont théoriques et qui manquent de vie réelle, et c'est pour ça que j'en parlerai après. Le but du traitement de l'asthme est premièrement d'améliorer le contrôle global. Donc, il faut achever le contrôle actuel qui est défini par les symptômes, le recours au bêta-2, l'activité et la fonction respiratoire. Et dans votre cabinet, vous pouvez déterminer ça en demandant aux gens, eh bien, comment allez-vous aujourd'hui? Parce que ça, c'est très important, le comment allez-vous. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous lui demandez comment allez-vous. Et quand vous voyez un patient, vous lui demandez comment allez-vous. Parce que l'apport du patient est essentiel à notre interaction avec le patient. Puis après, est-ce que vous prenez des bêta-2 régulièrement? Quelle est votre activité? Est-ce que vous pouvez porter un cabas chez la personne, chez la femme? Est-ce que vous pouvez faire du sport? Quant à la fonction respiratoire, attendez, il y a un petit truc là, qu'est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça va mieux. Bon. Donc, la fonction respiratoire, elle est essentielle chez le pneumologue. Mais 95% des asthmatiques marocains ne peuvent pas la faire. C'est pas ça? Donc, la fonction respiratoire est importante, mais il ne faut pas simplement se fonder sur la fonction respiratoire. Ensuite, on veut réduire les risques futurs, c'est-à-dire l'aggravation, les exacerbations, la perte de la fonction respiratoire et surtout les effets secondaires des médicaments, parce que encore trop souvent,
en France et au Maroc aussi. Il y a de la corticothérapie morale qui est donnée largement et pendant longtemps. Et là, c'est dangereux. Alors, cette étude de Gould montre exactement ce que je vais vous dire, que le contrôle des patients n'est pas faisable chez tout le monde. Et c'est ça le problème. Dans l'étude Gould, on a utilisé pendant 1 an, on a fait un traitement pendant 1 an, et on a donné soit d'un côté le sérétide en violet, soit la corticothérapie en orange. Et vous voyez que les patients qui étaient mal contrôlés, mais qui n'avaient pas de corticothérapie, s'amélioraient mieux que ceux qui étaient sous faible dose de corticothérapie ou de dose élevée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez des patients qui sont... Les patients préfèrent un contrôle de l'asthme optimal avec la dose minimale de corticoïdes inhalés et la simplicité d'un même produit. Il faut des études randomisées contrôlées et dans la vraie vie et SMART dans le contrôle et le risque. C'est ce que je vais vous présenter. Le premier point, c'est que quand M. Balanag a fait cette étude, il a été, c'est pas Balanag, quand le premier a fait cette étude, il a été ahuri. Parce qu'il a donné du formoterol et il s'est aperçu que le formoterol était très rapide d'action et durait longtemps. C'était ça l'intérêt. Rapidité d'action et longue action. Alors que dans le sérétide, eh bien c'est efficace, mais ce n'est pas aussi rapide. Et donc, il a étudié le Symbicort et le Symbutan, mais il s'est rendu compte que c'était pareil. Et c'est pour ça que le nouveau China propose le formoterol à la place des métamulétiques longue action. Et deuxièmement, il n'y avait pas d'effet secondaire sur la potassium. Alors, il y a une autre étude qui a été par Malmquist, où il a étudié chez des patients qui étaient un asthme stable, l'évolution du VMS. Mais vous voyez que le placebo n'est pas très actif, le sérétide est moyennement actif, parce que le sérétide a un autre problème, il donne des tremblements. Vous n'avez pas des patients qui vous disent qu'ils tremblent sous sérétide, alors que sous Symbicort, ils tremblent beaucoup moins. C'est curieux ça, bon. Et deuxièmement, c'est acquis beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut donner le produit dans la crise? Eh bien, sur 425 exacerbations qui avaient été analysées par Intensfield, on a montré qu'il y avait une augmentation et puis une diminution de l'exacerbation, que ce soit par la consommation de bêta-2-agonistes, par le pic flow le matin ou les symptômes nocturnes. Et qu'il y avait une fenêtre qui était au début de la crise. Si vous arrivez au début de la crise, vous la coupez. Si vous arrivez après, vous ne la coupez plus. Et c'est ça ce qui est important. C'est ça ce qu'il faut que vous disiez à vos patients. C'est que, au lieu de prendre leur bêta-2 classique, ils prennent le Symbicort immédiatement. Et c'est là où il sera efficace. Parce que là, c'est trop tard. Et là, eh bien, on a Symbicort, formoterol et plus des autres. Maintenant, il faut voir, après ces concepts théoriques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus de 25 000 patients qui ont été étudiés dans des études entre 2001 et 2006. Moi, j'ai participé à HED, qui n'est pas là d'ailleurs. Toutes les études ont été les mêmes. 1000 patients par groupe, donc on est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend des patients qui ont du Symbicort et du Bricanil, parce que AstraZeneca, le Bricanil plutôt que la ventoline, et on prend 3 groupes. 1, on continue comme ça, Symbicort et terbutaline. Le 2, Symbicort et formoterol. Et le 3, Symbicort et Symbicort. Là, il y a un problème. Parce que si on pense que l'amélioration ne sera due qu'au formoterol, le groupe formoterol et le groupe Symbicort doivent avoir la même efficacité. Et c'est ce que tout le monde peut penser. Mais ce n'est pas vrai. Puisque regardez, vous avez, ici c'est l'étude SMART qui a été faite très longtemps, mais vous avez ceci. Vous avez un intermédiaire, c'est le formoterol, et le Symbicort. Alors je vous informe quand même que les corticoïdes agissent beaucoup plus vite que ce qu'on ne peut penser. Qui c'est qui a une rhinite dans la salle? Allez, le doigt. Allez, soyez normal, soyez normaux. Bon. Quand vous êtes, je suis sûr que personne d'entre vous n'utilise le traitement au long cours.
Vous voyez, c'est intéressant. Qui c'est qui utilise le traitement long cours? Et moi non plus. Et c'est moi qui ai créé Aria. Donc, c'est très... Donc, si vous voulez, par contre, quand vous utilisez votre corticothérapie inhalée, elle agit très vite. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Donc, eh bien, le Symbicort ajoute quelque chose. Il y a des effets rapides dans la corticothérapie. Ce sont des effets membranaires que nous avons démontrés dans notre laboratoire, quand nous avons étudié une serre. Donc, le fait de rajouter une corticothérapie au formotérol ajoute quelque chose en plus. Et deuxièmement, ça réduit le nombre d'événements. Donc, vous voyez ici, vous avez les événements. Si vous prenez le terbutaline, c'est 377 événements, le formotérol 296, le Symbicort 194. Donc non seulement il y a une réduction globale pour chaque patient, mais en plus, par patient, il y a une réduction aussi. Alors maintenant, vous allez me dire, attendez, ok, on va donner des doses beaucoup plus élevées de corticoïdes par voie inhalée. Ben c'est pas vrai. Et vous allez me dire, on va donner beaucoup plus de corticoïdes par voie orale. Eh ben, c'est l'inverse. Donc, le Symbicort a été une révolution ou une métamorphose, ce que l'on veut. Troisièmement, toutes les études en double aveugle ont été identiques, quel que soit ce qu'on a fait. Donc ça, c'est génial, parce qu'on prend n'importe quel comparateur et on a toujours une étude identique. Et maintenant, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en vie réelle. Parce que c'est bien joli les études dans une tour d'ivoire avec des patients qui existent peu et des patients qu'on ne voit pas, surtout les généralistes. Mais maintenant, il faut voir en vie réelle. Et bien, en vie réelle, sur 3600 patients versus 3543, ça a été fait par mon ami Pascal de Bonny, mais voilà les résultats. Premièrement, eh bien, si vous prenez du butazénide formotérol versus la thérapeutique conventionnelle, vous êtes mieux. Et si vous prenez ce produit, vous avez une réduction de la dose de corticoïdes inhalés, c'est pas mal quand même, 30%. Et vous avez une diminution de la dose de corticoïdes par voie orale. Donc, ce que les essais cliniques randomisés ont fait, on le retrouve dans la vie réelle. Alors maintenant, les recommandations. Recommandations, step 3, 4, 5. Alors, c'est pas compliqué. Maintenant, tout le monde dit, eh bien, il faut faire, je suis désolé, il faut faire du Symbicort plutôt que de faire du Sérétine. Pourquoi? Alors, ceux qui ne vous disent pas là, mais moi, c'est ce que je vais vous dire. D'abord, les gens ne sont pas adhérents au traitement. Et vous ne savez pas que c'est le problème majeur de vos patients? Bon. Donc, s'ils ne sont pas adhérents aux médicaments, mais sinon qu'un seul traitement, quand ils vont se traiter, ils vont se traiter avec du formotérol et des corticoïdes par intranasal. Je travaille là-dessus, par intrabronchique, excusez-moi. C'est ma dernière recherche là. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, vous allez, d'une part, faire ce que disent les recommandations, mais en plus, vous allez agir sur l'adhérence patient. Moi, je vais vous dire que 10 ans avant les recommandations de Gina, c'est ce que j'ai toujours fait chez tous mes patients. Les asthmatiques sévères le prennent très régulièrement. Les asthmatiques qui ne sont pas sévères ne le prennent pas régulièrement. Mais quand ils ont des crises, ils recommencent avec le Symbicort plutôt que de recommencer avec la ventoline. Et c'est ça l'intérêt de la chose. Parce que c'est une approche centrée sur le patient qu'il faut faire. Donc, maintenant, pour les steps 3, 4 et 5, eh bien, c'est essentiellement ICS formotérol, ICS formotérol. Et puis après, on augmente, mais alors vous n'avez pas les biologiques encore au Maroc, mais il y en a très peu en France, et il y en a beaucoup qui sont donnés en dehors des recommandations. On a le Xolair, monsieur. Pardon? On a le Xolair. Ah, le Xolair, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Mais c'est récent, non? Oui, c'est récent. C'est très voilà. récent. C'est 2 mois, je crois. 2 mois, excusez-moi. Merci de me le dire. Mais le Xolair est un excellent Non, produit. parce que le représentant, il est là, il va être fâché. Non, mais vous avez raison. Je vous prie de m'excuser. Le Xolair est un excellent produit d'ailleurs, que j'ai beaucoup, dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Et deuxièmement, c'est ça l'intérêt de la chose. Quand on a besoin, donc, le traitement de l'asthme maintenant, c'est le formotérol ou ICS plus formotérol.
Je veux dire, c'est le syndicat. Pourquoi? Parce que quand vous avez besoin d'autre chose, vous en reprenez. Ce que je dois dire quand même, c'est que si le patient prend plus de 4 extra bouffées par jour, il faut qu'il nous rappelle. Et ça, ça c'est un petit conseil, il faut qu'il vous rappelle le conseil. Alors, les Américains, eh bien, ils disent pareil, ça c'est le panel américain, mais eux, ils le disent à partir de 4 ans. Alors que, c'est écrit 4 ans, hein? Non, mais, si vous voulez, les Américains, c'est 4 ans. Alors que dans le consensus GINA, c'est pas tout à fait aussi clair. C'est pour ça que je présente ceci. Alors voilà, donc, et après 12 ans, c'est pareil. Donc si vous voulez, en quelque sorte, aujourd'hui, nous sommes passés de corticoïdes inhalés à plus bêta de longue action à corticothérapie inhalée plus formotérol. C'est ça, si vous voulez, le message. Alors maintenant, le traitement personnalisé de l'asthme. Le gros problème, c'est qu'il y a des essais cliniques randomisés qui ne sont représentatifs que dans 3-4% de la population, qui sont connus par les spécialistes, qui ne sont pas connus par les généralistes, et encore moins par les pharmaciens qui reçoivent les patients. Donc il y a un gap là. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est que nous sommes dans une tour d'ivoire. Alors ça c'est ce que je disais, ça c'est sur la rhinite parce que je travaille aussi beaucoup là-dessus. Nous dans la rhinite on a trouvé que 7,1% des patients vus par un généraliste peuvent être inclus dans des essais cliniques. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Dans l'asthme c'est 4%. C'est un papier de bien. Deuxièmement, voici ce que nous avons comme guidelines. Donc si vous voulez toutes les avoir dans votre cabinet, vous n'avez plus de place pour y rentrer. Et tant qu'elles ne seront pas informatisées et simplifiées, on ne pourra pas utiliser les guidelines. Parce que vous utilisez les guidelines respiratoires, mais le généraliste, qu'est-ce qu'il utilise comme guideline? Donc il faut l'avoir. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une application que nous avons développée à Montpellier, dans 28 pays, 20 langues, il y a plus de 40 000 utilisateurs et 450 000 jours d'évaluation. C'est entièrement gratuit et c'est très simple. Aujourd'hui, comment vos symptômes d'allergie, vos symptômes de nez, les yeux et l'asthme. Puis après, on a tous les médicaments ici. Alors, premièrement, chez des asthmatiques sévères, on a eu un certain nombre de corrélations. Vous voyez que entre la dyspnée et l'asthme, on a une corrélation à 0,95. Entre l'allergie globale et l'asthme, c'est 0,83, le nez, les yeux. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de problèmes oculaires chez les asthmatiques sévères et qu'on ne retrouve pas ça, et que personne n'en parle. Vous l'avez aussi pour le travail. Donc, quand vous avez un asthmatique sévère qui ne va pas bien, il ne travaille pas bien. Et le sommeil. Alors ça, c'est 13 cas d'asthmatiques sévères traités par biologique. Mais vous voyez que les biologiques, ça ne règle pas tout. Hein. Puisqu'il y a un certain nombre de patients qui sont avec des symptômes très sévères. Et en fait, voici un patient. Donc on le voit au début du traitement, on voit que ça descend. Puis, eh bien, quand il a des pics, il y a des pics en général de symptômes oculaires du nez, de l'asthme, de la dyspnée et la rhinite. Donc en quelque sorte, il faut voir l'asthme sévère là aussi d'une manière un petit peu différente. Par contre, voici un patient qui est bien contrôlé, et donc cet appareil permet d'évaluer le contrôle de l'asthme et de savoir ce qui se passe chez le patient. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'on ait une discussion. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu moins de temps pour faire ma présentation. De la pyramide d'ivoire et aller plutôt vers tout ce qui est essentiel et la clinique joue avant tout. Entre nous, quand on voit un patient, c'est pas les guidelines, c'est le patient. Alors si vous avez des questions dans la salle, on est prêt. Et comme ça, ce ne seront pas les ordinateurs qui nous succéderont. Que Harvard, quand ils ont des radios, vous savez qui c'est qui les interprète?
ce sont des ordinateurs qu'il envoie soit en Inde parce que ça coûte moins cher, et quand on est dans une autre zone de temps, c'est en Australie. Donc si vous voulez, il faut que le médecin persiste à être le grand gagnant de la situation. Des questions, Madame Femme? Oui, merci bien pour cette excellente présentation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut séparer l'asthme de l'enfant de l'asthme de l'adolescent et de l'adulte? Tout à fait. Alors, je viens de faire une présentation, j'aurais pu faire la première diapo. La première diapo, c'était 2 tableaux de Velázquez avec la reine d'Espagne et sa fille. Et elles portaient la même robe. Donc, aujourd'hui, on ne le concevrait pas. Donc, si vous voulez, on ne doit pas prendre les enfants comme de jeunes adultes. Chez l'enfant, il y a plusieurs étapes. Il y a entre 0 et 6 ans, ou 5 ans, entre 5 et 11 ou 12, et au-dessus de 12. Au-dessus de 11 ou 12, ça, on peut le prendre comme l'adulte. Entre 0 et 5, c'est tout à fait différent. Et là, le Symbicort n'est pas indiqué en général, parce que, je ne sais pas, quel est l'âge du Symbicort? Combien? 6 ans, voilà, excusez-moi, parce que ça change selon les pays. Donc, si vous voulez, entre 0 et 5, on ne va pas en parler. Et puis après, faire un diagnostic d'asthme entre 0 et 5, c'est pas évident, parce que c'est souvent des bronchites virales ou d'autres choses. Alors ensuite, entre 6 et 11, bien, vous avez vu qu'aux États-Unis, ils vous disent, eh bien, vous faites pareil. C'est ce que je vous ai montré comme diapo. On va la regarder. Cette question est très importante. Hein. Voilà. Regardez. Chez des individus âgés de plus de 4 ans, donc aux États-Unis, vous voyez, ils proposent, avec un asthme modéré à sévère persistant, le panel recommande ICS formoterol dans une évaluation unique pour à la fois le contrôle et le reliever. Et c'est quand même strong and high. Donc si vous voulez, je pense que le Symbicort a permis là aussi d'harmoniser les choses parce que des études ont été faites. Mais sinon, votre question est particulièrement relevante. Par contre, chez l'enfant qui a un asthme modéré, la corticothérapie inhalée est souvent suffisante. Pardon, c'est toi qui as levé la... J'ai tout mon temps, hein, donc... Parce que le GINA nous propose cette molécule qu'on connaît depuis des années, bien, ça vient de tomber, le verdict. Qu'est-ce qu'on propose aux autres associations? Les laboratoires sont là. Mais attendez, moi j'ai dit formoterol plus corticoïde par intranasal. Excusez-moi, je viens de publier 4 papiers là-dessus. Non mais, moi si vous voulez, il faut quand même reconnaître qu'il y a une priorité. C'est que celui qui a fait l'innovation doit avoir une priorité. Pour moi. Et deuxièmement, le prix. Donc il faut voir aussi. Mais globalement, donc premièrement, globalement, il est clair que c'est le formoterol, c'est écrit formoterol plus corticoïde par vent bronchique. Regardez, c'est écrit ici. Donc, on est tout à fait d'accord que ce qui a fait le changement, ce n'est pas le corticoïde, mais c'est le formoterol. Deuxièmement, il est possible que le budesonide soit plus facile à utiliser en ce sens, parce qu'il est moins puissant que la fluticasone, et que si vous le faites avec la fluticasone, il est possible qu'il y ait plus d'effets secondaires. Donc si vous voulez, soit par chance, soit parce qu'ils avaient les deux produits, on ne sait rien, mais de combiner le formoterol avec le budesonide a été particulièrement relevant. Je ne sais pas s'il y a des laboratoires au Maroc qui ont la fluticasone plus le formoterol. Voilà. Là, si vous voulez, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, parce que ces produits, la corticothérapie inhalée avec la fluticasone est quand même plus active. On le sait d'ailleurs, les doses ne sont pas les mêmes. Pour cadrer un peu, on aura 2 minutes de sondage après les questions. Donc on laisse 5 minutes de questions, questions courtes et réponses courtes, pour qu'on puisse garder. Ok, très bien. Je connais Madame 94 au lieu de 457. Voilà, il n'y avait pas de grande. Ah mais attendez, j'ai pas dit qu'on résout tout. Et puis après c'est un essai clinique.
J'ai pas dit qu'on résout tout. Donc si vous voulez, ce que j'ai dit, c'est que c'était formoterol plus corticoïde bronchique. Après, vous avez la beclométasone avec le Foster, vous avez le budesonide et vous avez, en France, alors vous avez ici aussi, avec la buticazone. Donc si vous voulez, d'ailleurs tout le monde dit ICS formoterol. C'est très clair. Maintenant, le plus grand nombre d'études a été fait avec un budesonide. Alors oui, je crois qu'on va utiliser le système de turbalaire. Je parle de l'enfant, moi je suis pédiatre. Donc il faut un débit expiratoire suffisant. Je crois préconisé chez un enfant de 4 ans, dans la vraie vie, ça finit toujours par une hospitalisation pour une exacerbation. Je crois qu'il est illusoire et je crois que le GINA, je pense que c'est plus modéré que les recommandations américaines. Moi je vous ai présenté les deux et même avec, il faudrait 1600 microgrammes de budesonide et pendant 6 mois pour réduire l'inflammation. Et ça c'est une dose trop élevée pour le patient qui n'a pas un asthme sévère. Alors, il reste 2 questions, Madame Sey, après on passe au sondage. D'entretien avec prise à la demande lors des symptômes respiratoires et des gènes, ou bien est-ce que la prise à la demande, c'est-à-dire la sommation SMAT, donnerait d'aussi bons résultats? Quel est votre alors, puisqu'on va être court, Moi, je sais que le but essentiel de la prise en charge de l'asthmatique, aussi bien pour nos autres médecins que pour le malade, c'est le contrôle. Bien sûr. Et le contrôle, l'étude ERMA qui a été faite au Maghreb et dont le Maroc a participé, plus de la moitié des malades ne sont pas contrôlés. Et pourquoi ils ne sont pas contrôlés? C'est parce qu'ils ne sont pas adhérents au traitement. Évidemment. Alors, dès lors qu'ils ont une exacerbation, ils se rabattent sur le sabbat, sur la ventoline, le britannique, et on sait que c'est très dangereux. C'est dangereux, ça on le sait, et donc avec le MAP, je pense que c'est une bonne alternative, et merci à l'association qui nous permet d'avoir de quoi travailler. On est tout à fait d'accord, si vous voulez. C'est ce que je dis d'emblée. 1, les patients ne sont pas adhérents. 2, quand ils ont des crises, ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Et 3, c'est quand même plus efficace de prendre l'association formoterol plus ICS que de prendre de la ventoline ou de bricanine. Donc si vous voulez, parce que là les études que je vous ai présentées essentiellement sont des études randomisées contrôlées. Mais si on était dans la vraie vie, ce serait certainement encore mieux. Parce que dans la vraie vie, moi j'ai vu des patients qui prenaient des bouffées de bécotine, c'était à l'époque du bécotine, à la place de prendre des bouffées de ventoline. On passe au sondage, bien que c'est le sondage sur la rapidité d'action du Symbicort, énormément, aucunement. Ça, c'est les réponses effectivement qui s'affichent effectivement en temps réel. Dès que une personne sélectionne le choix, on a la réponse qui s'affiche. Jusqu'à maintenant, on a 24 participations, 28. Je vous remercie énormément pour votre participation. 40, 42. Très bien, je vous remercie énormément. Si vous le souhaitez, on passe à la deuxième question. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. 53. Participation, je vous remercie beaucoup pour le taux de participation. Je passe à la deuxième question sans tarder. Voilà, ça va s'afficher sur vos smartphones. La réduction des exacerbations par Symbicort dans tous les stades de l'asthme. « 50 participations, je vous remercie encore. Et si vous souhaitez, on passe à la question suivante. Profil des exacerbations sévères. La question c'est. Elle agit, le Symbicort agit.
Alors juste la communication du professeur Jean Bousquet s'est consacrée dans 2 slides concernant la réduction des extractions sévères par l'association ICS Formoterol. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est moyennement d'accord. Merci beaucoup. On est déjà à 55 participations. Question suivante. Le guidelines GIRA 2021 en matière de prise en charge de l'asthme 3.5. Alors vous êtes d'accord avec GIRA 2021, moyennement d'accord, vous ne croyez pas aux guidelines GIRA? Merci beaucoup. 53 participations. On passe à la dernière question. Aimeriez-vous assister à d'autres simples séminaires? Parce qu'il y a qu'un qui a répondu, lui, il va vers ça. On va retenir le 91%, pas les 9%. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'était la dernière question. Merci Oussad Ibrahim. Merci le rapport d'Astra. Merci à notre ami qui nous vient de très loin, qui va certainement revenir assez souvent. On lui donnera rendez-vous assez prochainement, Inch'Allah. Alors, au revoir tout le monde et merci beaucoup.